Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Hervé-Casmi et donc je vais vous faire un résumé rapide de la réunion du 7 septembre 2025, réunion de rentrée donc de l'association Loi 1901 InnoCherche. InnoCherche qui est une association donc de veille stratégique transverse sur les usages. J'anime par ailleurs l'Observatoire de veille cybersécurité orientée business et c'est dans ce cadre que j'ai lancé cette réunion de rentrée. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement les différentes opportunités qui s'offrent à vous pour nous rejoindre et réaliser des actions de veille collectivement sur des sujets d'intérêt. Par ailleurs, nous allons découvrir le thème du nouveau cycle 2025-2026 de l'Observatoire de veille cybersécurité orienté business. Et enfin, nous allons parcourir les news de l'été. Tout d'abord, participer à 5 opportunités de veille collective en présentiel. La première, donc pour les anciens membres, est effectivement de rejoindre notre ancien président, Monsieur Bertrand Petit, dans la mise à jour, l'enrichissement, la restructuration du référentiel qui a été créé depuis 2012 et qui s'est cristallisé en 163 convictions fortes. L'idée pour cette année sera véritablement de restructurer ce référentiel autour des 13 besoins vitaux. Donc, je m'adresse à tous les anciens membres de l'association. Si vous souhaitez rejoindre Monsieur Bertrand Petit, n'hésitez pas à soit le contacter directement, si vous avez ses coordonnées, soit à repasser tout simplement par le secrétariat InnoCherche. Par ailleurs, en deuxième opportunité, nous avions donc le lab de Viva ici qui va en fait être un rendez-vous mensuel. Vous savez que depuis des années, nous organisons et animons l'après-midi de conférence du festival Viva ici autour de l'innovation. Et donc, c'est vrai que chaque mois, dorénavant, il va y avoir un rendez-vous où on va rencontrer des spécialistes de sujets d'innovation. Donc, ça va commencer ce vendredi 19 septembre à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité. Et donc, tous les membres InnoCherche sont bien sûr conviés à cet événement. On sera ravis de vous y revoir et de réaliser cette veille tous ensemble. En termes de sujets, dans le cadre de cette première session, le thème abordé est si les voitures électriques n'avaient plus besoin de bornes, la recharge sans fil de l'expérimentation ou à la réalité. Et donc, nous pourrons écouter les retours d'expérience de Marin Champenois, que nous avions déjà rencontré lors l'avant-dernière session du festival Viva ici, qui va nous parler justement des solutions de recharge par induction lors du stationnement du véhicule, et Guillaume Demont qui, lui, va nous apporter une vision, celle notamment d'un leader mondial des routes électriques inductives, à savoir Electreon. Voici le QR code pour pouvoir vous inscrire en direct. Au niveau de la société, vous saisissez tout simplement InnoCherche. Par ailleurs, nous sommes devenus donc partenaires de l'association Major Cities of Europe. Dans ce cadre, nous a été demandé par contre de ne convier que des membres InnoCherche qui ont déjà travaillé dans l'IA et ou qui ont travaillé déjà sur des projets en lien avec les villes, dans la mesure où la communauté de villes européennes qui va se rassembler ne comportera que des spécialistes en IA et ou projets dans les villes, sachant que ça sera même l'intersection des deux, puisque le thème de cette année sera l'IA dans les villes. Nous serons représentés au niveau de l'Observatoire de veille InnoCherche par Dominique Cupins, qui nous fera un rétex à l'occasion d'une de nos sessions, et Xavier Charpentier, qui est responsable de l'Observatoire de veille intelligence artificielle, qui fera également des rétex dans le cadre des sessions de son observatoire de veille.
Pour ce qui concerne l'Observatoire de veille cybersécurité, les deux sujets qui nous concerneront directement seront la gouvernance des données, comment garantir la fiabilité, la sécurité et l'équité des usages de l'IA, ainsi que bien sûr la cybersécurité des territoires, comment instaurer la confiance à l'ère des technologies intelligence. Je vous ai mis un QR code que vous pourrez scanner pour avoir accès directement au programme. Quatrième opportunité de nous revoir. En fait, nous allons lancer avec deux autres associations, l'Institut de l'économie et le Club de la transformation numérique, une action conjointe de réflexion collective stratégique sur l'identité numérique citoyenne. Donc l'Institut de l'économie qui sera représenté en l'occurrence sur ce projet précis par Dominique Cupins et le Club de la transformation numérique qui dans ce projet précis sera représenté par Guillaume Levavasseur. En termes d'action, nous souhaitons rassembler des acteurs critiques nationaux, organiser des ateliers de rétex, formaliser ces rétex et rédiger des recommandations dans un livrable. L'idée étant que, il y a 2 ans, nous avions lancé une lettre ouverte au gouvernement euh, dans à l'issue de notre cycle sur l'identité digitale forte, l'idée étant que l'État français accélère la mise en œuvre et le déploiement d'une identité digitale forte à l'ensemble des citoyens et résidents sur le territoire national. Nous avons une première échéance au 3 novembre qui sera plutôt en cercle fermé et d'autres échéances au premier trimestre 2026. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à solliciter le secrétariat qui me soumettra du coup votre candidature. Enfin, dernière action, à l'occasion du mois européen de la cybersécurité, je suis en attente de confirmation, mais normalement, nous devrions animer 2 ateliers gamifiés InnoCherche, protéger votre vie numérique, et ça devrait avoir lieu le samedi 4 et le samedi 11 octobre 2025. Donc, nous allons pouvoir aborder la deuxième partie de cette réunion de rentrée. Nous allons pouvoir découvrir le nouveau thème que nous allons traiter et approfondir cette année. Donc, je vais commencer tout simplement par un premier processus qui est une organisation qui est plutôt une organisation commerciale, mais on aurait pu prendre une organisation en lien avec la production, on aurait pu prendre une organisation en lien avec la finance, on aurait pu prendre une organisation en lien avec le support, on aurait pu prendre une organisation en lien avec la R&D. Tout ce que je vais expliquer s'applique à d'autres fonctions que la fonction commerciale, mais cela nous permettra d'illustrer le propos. Donc, c'est vrai que dans une entreprise traditionnelle, il y a uniquement une seule équipe dédiée, une équipe commerciale, ce qui n'est pas le cas, et ça c'était bien avant le digital, lorsque cette même société décide de non plus vendre directement à ses clients, mais de passer par un réseau de partenaires. Et donc dans ce cadre-là, on est dans un réseau en étoile, et ce réseau en étoile est beaucoup plus puissant que le simple filière de commercialisation interne. Je vais prendre en fait une startup. On verra que c'est une startup parmi de nombreuses autres startups qui a connu une croissance exponentielle et nous allons voir comment elle a procédé, sachant que ça nous donnera une idée sur la notion de plateforme et d'écosystème. Donc HubSpot, c'est un CRM qui a une particularité, c'est que en fait, au sein de cette même plateforme, vous avez tout un ensemble d'outils dédiés au marketing, à la vente, au service client. Et donc ça, dans l'absolu, en 2025, c'est vrai que ça existe sur plein de formes, mais c'est vrai que à l'époque où ça a été créé, c'était le tout premier produit de son genre. Donc au départ, ça a débuté comme une simple application sur ordinateur, à la suite de quoi c'est devenu une suite, à la suite de quoi c'est devenu une plateforme. Ce qui est important, c'est que vous voyez les dates, on est vraiment sur le tout début. Le tout début, on est en 2010 et c'est eux en fait qui ont inventé l'inbound marketing.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'on est sur des croissances exponentielles. On passe de 250 000 dollars en 2007 à 15 millions, presque 16 millions de dollars en 2010. Et en 2021, ils étaient déjà à 1 milliard de dollars. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça via un ensemble de partenariats. Et ces partenariats, sur le papier, dans une timeline, paraissent assez simples à gérer. C'est vrai que dès que l'on voit l'ensemble du parc de partenaires, on voit qu'effectivement, c'est un sujet très, très exhaustif et complet. Et que finalement, cette société a réussi à se doter d'une force de frappe commerciale particulièrement étendue. Donc, dans l'absolu, on pourrait dire qu'ils ont eu beaucoup de chance et que, en fait, cette société est unique et qu'en fait, ils ont été les seuls à trouver, entre guillemets, la bonne recette. En fait, non, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. En fait, toutes celles qui sont dans les petits nuages sont des petites réussites. Alors, des petites réussites, comme vous avez vu, qui sont quand même des croissances exponentielles. Après, vous avez ceux qui sont au milieu, en dehors des nuages, qui, eux, ont été bien au-delà. Ceux qui sont au milieu sont des plateformes qui ont été plutôt sur une approche écosystémique, alors que celles qui sont dans les nuages sont plutôt sur une notion de plateforme. Nous allons voir en fait sur quel mécanisme déjà mathématique ces croissances reposent. En fait, ces croissances, elles reposent tout simplement sur une stratégie mathématique. Si je prends un seul point et que je broadcast donc j'envoie mes informations à d'autres nœuds, je suis sur une croissance linéaire. Donc la radio, la télé, le streaming des médias traditionnels fonctionnent comme ça et c'est très bien, mais ça reste des croissances linéaires. Dès que vous commencez à vouloir aller plus loin, il va vous falloir effectivement connecter chaque nœud à plusieurs nœuds et du coup commencer à vous mettre en réseau. Donc c'est vrai que le téléphone, email, Skype, Google Meet, WhatsApp, Messenger, tous ces réseaux interpersonnels, eux, suivent cette loi. Et donc là, on est plutôt sur du n au carré. Et si effectivement on va aller bien au-delà, et donc au-delà d'une stratégie de plateforme, on va aller sur quelque chose d'écosystémique, on va aller plutôt sur des réseaux communautaires où chaque nœud est un centre d'information accessible par d'autres nœuds. Et là, il est vrai qu'on arrive sur autre chose, puisque du coup, nous arrivons à 2 exposants n, une croissance de 2 exposants n. Et donc, voilà. Voici les bases mathématiques sur lesquelles, en tout cas, reposent ces différentiels de croissance. Nous, ce que nous allons voir, c'est que les business models basés donc, sur la loi de Metcalfe et la loi de Reed, en fait, nécessitent une organisation particulière. Au niveau digital, il y a une vraie différence entre les plateformes digitales et les écosystèmes. On va commencer par la plateforme. Donc la plateforme, en fait, en général, elle a un socle technologique. Ce socle technologique, il rassemble différentes parties prenantes, des développeurs, des entreprises, des utilisateurs. Et l'idée de base est de dire que plus cette plateforme va compter de participants, plus elle va gagner en valeur. Donc, comme exemple, nous pouvons citer tout ce qui est système d'exploitation, tout ce qui est médias sociaux, le commerce électronique, mais sachez que les constructeurs automobiles fonctionnent également sur cette notion de plateforme. euh, et ils utilisent même ce vocabulaire de plateforme. Donc, cela vous montre que, au-delà du digital, ces business models à base de plateforme sont vraiment des business models en tant que tels. Le sujet, c'est que ces plateformes, elles ont un talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est les faibles coûts de changement. Hem, Si j'ai, des coupons, chez McDonald's auprès de Groupon et de Living Social, il se peut que, globalement, il y ait une concurrence entre ces plateformes et que du coup, moi, en tant que client, je puisse, commencer à, être dans des, transactions individuelles, heu biaisées par le fait que un tel m'offre plus d'avantages et que donc du coup, je vais arbitrer ma transaction individuelle pour telle ou telle plateforme. Donc comment faire pour garder les personnes? Bah, en fait, pour garder ses clients, il va falloir proposer une expérience de client globale. Cette expérience client globale, elle va être, l'objet même,
d'un écosystème. Un écosystème, ça va au-delà de la plateforme puisque ça crée un environnement dans lequel d'autres besoins sont pris en compte et donc du coup il y a une force qui me ramène à l'écosystème et qui m'empêche d'en sortir. Donc on est d'accord que l'objectif ultime d'un créateur de plateforme devrait être d'étendre son activité à un écosystème plus vaste. Un écosystème, c'est quoi? En fait, un écosystème, c'est véritablement, un ensemble, de parties prenantes et de secteurs, différents qui vont cohabiter pour créer encore plus de valeur que les plateformes, sachant que les plateformes s'inscrivent plutôt dans un domaine d'activité, précis. Donc, si on prend des exemples, on prend l'exemple d'Amazon, ben, on voit bien que Amazon, il y a un souci puisqu'effectivement, Amazon va avoir, va avoir une collecte d'informations et des propositions de valeur dans l'alimentaire, dans la, la mode, dans l'entertainment, dans le cloud, dans tout ce qui est as a service. L'idée est vraiment de se dire que quand je suis client Amazon, je vais avoir l'ensemble de mes besoins qui sont couverts. Donc, du coup, je ne suis plus sur une simple plateforme. Une simple plateforme fait juste partie d'un de ces univers. Si je suis dans Amazon, Netflix, Hulu, Disney et autres, là, je suis véritablement dans une seule plateforme. Par contre, à partir du moment où je suis client Amazon, justement, ça change avec mon identité de client Amazon. Je vais pouvoir bénéficier de toutes les autres offres que vous venez de voir. On a la même démarche avec Apple, qui a commencé dans le monde du matériel et qui a progressivement étendu son champ et qui est donc a véritablement bâti un écosystème qui va bien au-delà de vendre du matériel. Sans sécurité, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'usage. Sans usage, il n'y a pas de marché. C'est la base et c'est pour ça que la sécurité devient un levier stratégique critique de transformation des business models. Donc, je vais m'appuyer sur cet article, How Smart Connected Products Are Transforming Competition, de Michael Porter et James Eppelman. Il a été publié en 2014. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'aspect structurel de la décomposition, de la construction de nouveaux business models à partir du digital. Là, on va démarrer avec un tracteur, mais vous pourriez le remplacer par un téléphone si vous voulez voir la croissance d'Apple. Vous pourriez le remplacer par un drone si vous voulez comprendre ce qui se passe en Ukraine. Vous pourriez le remplacer par différents biens qui concernent votre organisation et vous verrez que vous avez peut-être d'autres perspectives, donc d'autres perspectives de business model, mais qui sont quand même en lien avec le digital et surtout au sein de ce digital avec la cybersécurité. C'est ce que je montrerai dans un deuxième temps. Donc tout d'abord, nous avons notre tracteur et donc ce tracteur, on pourrait tout à fait envisager de l'équiper de capteurs. Ces capteurs nous permettant du coup de mesurer un certain nombre d'informations et d'avoir ces informations disponibles au sein du tracteur. Mais l'information reste au sein du tracteur. On pourrait du coup compléter ce premier dispositif en lui rajoutant une connexion. Et donc cette connexion permettrait au tracteur d'émettre de la donnée. Cette donnée émise permettrait du coup de stocker l'information qui avait été détectée par les capteurs et pourquoi pas commencer à faire des propositions au tracteur. En fait, on pourrait encore imaginer autre chose, c'est que le tracteur devient très périphérique à tout ça et que finalement, le système d'information qui a été construit à l'extérieur du tracteur, on vienne l'enrichir avec des informations de tiers
2 tiers sur les semences, 2 tiers sur la météo, 2 tiers sur la terre, 2 tiers sur des statistiques de bonne pratique, 2 tiers sur le marché international de la graine et le marché international de ce que je récolte. Donc, vous voyez, là, on est sur encore un autre business model, puisque finalement, le tracteur devient annexe au système. Enfin, nous pourrions avoir un dernier système des systèmes où là, au final, notre premier système que nous avions bâti n'est lui-même qu'un système d'un système beaucoup plus vaste, puisque du coup, on ne gère plus simplement une récolte, on va gérer directement, donc on ne gère plus simplement un tracteur qui est amené à agir sur un champ, on est amené à gérer carrément la ferme en elle-même et l'activité agricole, en gérant l'irrigation, en gérant la disposition des graines sur le sol, en gérant la météo. Donc tout ça ferait un système beaucoup plus complet où on voit véritablement que le tracteur est vraiment en périphérie. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est que dans le même article, ils ont modélisé ce qui était mis en œuvre dans le cadre de ces différentes phases de digitalisation des business models et de transformation des business models. Donc nous avons une couche identité et sécurité sur le côté gauche. Nous avons tout en bas une couche produit avec la partie matérielle ainsi que la partie logicielle. Nous avons sur le haut une partie cloud dans laquelle on stocke les données et on les traite. Nous avons entre les deux une couche de connectivité et donc de connexion. Et enfin, sur le côté droit, nous allons avoir tout ce qui est information externe, extérieure à tous ces produits. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'y appliquer la cybersécurité. Donc la cybersécurité, on la retrouve sur l'identité numérique sécurisée, donc c'est bien la première colonne de gauche. Nous allons retrouver tout ce qui est actifs numériques locaux, actifs matériels IoT tout en bas. Il va falloir en assurer la cybersécurité. Les actifs numériques cloud, eux, ils vont se structurer autour d'un stockage d'applications, d'IA, de monitoring. Tout ça, il va falloir le sécuriser. Et enfin, il va y avoir les flux et communications sur le côté droit, constitués d'actifs numériques tiers et d'IA. Tout ce système ne sert à rien si derrière, je n'ai pas assuré, donc ça, c'est pas couvert dans l'article, si je n'ai pas assuré l'identité numérique informationnelle, c'est-à-dire me garantir que la réputation de cet ensemble est réalisée. Et donc, la sécurité réputationnelle est véritablement quelque chose d'important à assurer pour que l'ensemble puisse tenir. Par ailleurs, il y a la sécurité juridique avec tout ce qui est en lien avec la conformité réglementaire et la propriété intellectuelle qui est également à, prendre en compte. Donc, si on résume, la cybersécurité devient un véritable levier stratégique critique de transformation des business models. C'est pourquoi je vous propose donc dans le cadre de ce nouveau cycle, comment la cybersécurité est-elle devenue un, levier stratégique critique de transformation des business models. C'est pour ça que je vous propose ce plan. Chapitre 1, transformer votre business model avec une identité numérique sécurisée, privée ou souveraine. Donc, ce sont les 2 premières sessions d'octobre et de novembre. À la suite de quoi, nous verrons le chapitre 2, transformer votre business model avec des algorithmes autonomes sécurisés, LLM, agents et IA, bien sûr. Chapitre 3, transformer votre business model avec des infrastructures décentralisées, sécurisées, post-quantique. Le post-quantique est très intéressant, le décentralisé aussi. C'est pour ça que nous aborderons tout ce qui est blockchain, edge, cloud souverain. Et enfin, nous aborderons comment transformer votre business model de plateforme en business model d'écosystème, puisque finalement, ceci est véritablement important.
En séance, nous avions une remarque de Loïc sur les limites de certains modèles. Allons-nous aller vers le fait que certains business models seront structurellement interdits liés aux problèmes de cybersécurité qu'ils occasionnent sur l'ensemble de l'écosystème mondial. À l'occasion de nos recherches et de nos discussions, nous mettrons à jour notre référentiel. Ce référentiel est constitué de certaines convictions qui effectivement sont relativement solides, puisque l'année dernière, nous avions testé celle en 2023, on bascule dans un monde post-ChatGPT. Donc nous avions vu que c'est assez solide et qu'effectivement la cybersécurité, l'IA devient un enjeu stratégique majeur. L'année d'avant, nous avions questionné, en 2024, on bascule dans un monde post-CrowdStrike. Et donc, c'est vrai que cette conviction forte avait été véritablement entérinée par nos analyses. Donc, nous allons voir cette année quelle partie de ce référentiel va être impactée. Nous allons enfin terminer par les news de l'été. Donc les news de l'été, c'est quelques news qui sont apparues donc, cet été. Donc Coin DCX a subi un vol de 40 millions de dollars. Coriolis Telecom a perdu 500 000 dossiers clients, incluant des données bancaires qui ont été mis en vente par des pirates. La Fédération française de motocyclisme aurait subi une attaque, cyberattaque exposant 400 000 dossiers. 34 000 comptes compromis sur la plateforme du CNFPT. À l'occasion du référendum clé en Nouvelle-Calédonie, nous aurions eu des cyberattaques orchestrées, donc en général par la Chine et ou la Russie, dépendant ça dépend en fait de l'actualité dans la mer au large de la Chine. Nous avons effectivement sur les réseaux 250 millions de lignes de données piratées qui circulent et qui malheureusement, pour le moment, on n'a pas d'explication sur leur provenance. Mais a priori, une grande partie sont encore actives. Dans le Morbihan, si vous été le Morbihan, donc il y a une fuite de 20 000 mails et de 19 000 numéros de téléphone. Un hacker chinois avait été arrêté donc cet été à Milan pour des affaires de cyberespionnage. La Chine, elle, par contre, de son côté, dénonce des infiltrations étrangères dans ses systèmes numériques et maritimes. Il y a eu 2 alertes majeures cet été. Europol et 12 pays démantèlent l'infrastructure du groupe pro-russe No Name 057. Il y a eu l'arrestation de l'administratrice du forum XSS.is en Ukraine. Et donc, c'est vrai que c'était un nœud central pour la cybercriminalité mondiale. Google annonce la suppression de 11 000 comptes liés à des campagnes d'influence. Bien sûr, il y a eu l'affaire des CGU de WeTransfer. Si vous utilisez WeTransfer, potentiellement, ils vont utiliser les fichiers utilisateurs pour entraîner leur IA. Et enfin, nous avions Londres et OpenAI qui ont signé un partenariat pour renforcer la sécurité IA et investir dans l'infrastructure nationale. Onlyfake.org donc pose la problématique de la génération de faux documents et donc du contrôle des identités. Dell a été victime d'une tentative de cyberchantage, même si a priori aucune fuite de données est avérée. Et enfin, une banale erreur dans l'application McDonald's a conduit un chercheur indépendant à découvrir une série de failles majeures dans l'infrastructure numérique. McDonald's ne dispose pas de programme de bug bounty et il n'a pas non plus de processus transparent pour la divulgation responsable. Donc voilà, a priori, l'actualité de cette année. Dans tous les cas, j'ai été ravi donc de vous accueillir aujourd'hui et j'espère donc prochainement vous revoir à l'occasion de notre prochaine session. À très bientôt. Merci à vous.